Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la mobilité douce à Paris notamment. Je veux parler des scooters électriques, ils font florès dans la capitale. On en parle avec Axel Villaseca qui est le directeur général du groupe Chapa et le fondateur de Troupi, des scooters électriques justement. On en parlera avec lui et ça crée de l'emploi. Smart Philo, le thème est plus que jamais dans l'actualité en cette période de campagne présidentielle. À qui le pouvoir, les enjeux de la démocratie? Tout un programme, on en parlera avec Xavier Pavie. Il est philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Et puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse à la semaine des 4 jours. Le sujet fait débat. Pendant cette élection présidentielle, les candidats ont une opinion sur le sujet. Fausse bonne idée ou véritable révolution? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, accompagner les demandeurs d'emploi dans l'aventure entrepreneuriale. On fera le point avec Sophie Vanier, elle est présidente de La Ruche. Voilà le programme pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et bien dans sa mobilité. Parce que c'est vrai que quand on va travailler, on a besoin d'avoir une mobilité, alors en voiture évidemment, mais pour les Parisiens notamment, parfois et souvent en véhicule électrique. On en parle avec Axel Villaseca. Bonjour Axel. Bonjour Arnaud Ardouin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur général du groupe Chapa et le fondateur, le CEO de Troupi. On va parler de Troupi, mais d'abord un petit mot sur l'histoire de Chapa, parce qu'il y a quand même une cohérence. Vous venez de déposer le dossier d'appel d'offres pour Troupi, pour devenir un des 3 opérateurs de scooters électriques à Paris. C'est quand même pas une petite aventure. Mais vous avez toujours été, depuis plus d'un siècle, je crois, dans la mobilité. Racontez-moi l'histoire de Chapa. Alors, le groupe Chapa est un groupe familial. Il en est à sa 5e génération. Il est implanté à Paris depuis 1918. On a toujours été dans la mobilité. Ça a démarré par les calèches. Ça continue avec les véhicules 4 roues, les véhicules 2 roues. Le groupe Chapa est le leader de la distribution 2 roues aujourd'hui en France et a pris le pas des nouvelles mobilités, les mobilités électriques partagées et connectées en 2018 en lançant Troupi à Paris. Troupi à Paris, et puis là je leur dis parce que c'est quand même un moment important de la vie d'une entreprise, Troupi, l'appel d'offres est sur le bureau de ceux qui vont décider de choisir les 3 opérateurs. Donc dans quelques mois, si vous êtes sélectionné, je vous le souhaite, on roulera sur des scooters Troupi. Quel a été le déclic, le déclenchement? On voit bien l'affiliation, vous êtes dans le véhicule 2 roues et vous dites aujourd'hui il y a une révolution évidemment de la mobilité douce, mais il y a eu un déclencheur, il y a un moment où vous vous êtes dit mais c'est évident qu'il faut développer le scooter électrique. Ça a été en 2015, quand on a vu l'émergence des vélos partagés, des trottinettes partagées. On s'est dit que ça allait venir également au scooter. On a démarré avec Troupi, avec un véhicule 3 roues qui nous permettait de se déplacer à l'échelle du Grand Paris, un véhicule 125. Et on a attendu le moment d'avoir des véhicules aux normes anti-pollution, des véhicules électriques, zéro carbone, pour pouvoir lancer notre offre. Et c'est arrivé pile poil au moment où la mairie de Paris a décidé de réguler. Et donc on a répondu à cet appel d'offres. Il est remis là. Voilà. Il y a de l'angoisse quand même où vous dites bon bah on a fait le boulot. On a fait le boulot, exactement. Avec les équipes, on a mis le paquet depuis le mois de décembre avec des prestats externes qui nous ont accompagnés sur tout ce qui est RSE, zéro carbone. Donc on est fiers de ce qu'on a fait et on attend les résultats qui sont prévus au printemps. Axel Villaseca, c'est important quand même, quand on commence à entamer un processus aussi important qu'un appel d'offres comme cela, qui va engager votre entreprise, on embarque aussi les 250 collaborateurs. Ils sont à vos côtés, j'imagine, ils sont derrière vous. Et vous allez en plus créer de l'emploi. En effet, Chapa, le groupe Chapa, c'est 250 salariés aujourd'hui. Plus de la moitié des effectifs du groupe Chapa aujourd'hui sont sur la maintenance, l'entretien des véhicules que l'on vend. Donc on a une forte expertise depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sur l'entretien des véhicules et on va mettre au profit de Troupi ce savoir-faire pour opérer le meilleur service, le service le plus premium, offrant la meilleure satisfaction de qualité
aux usagers de Troupy à Paris. Combien d'emplois potentiels? J'imagine que c'est difficile à dire, mais vous avez quand même, j'imagine, une projection. C'est combien d'emplois nets créés là? C'est une centaine d'emplois d'ici fin 2022. Avec environ 60 emplois sur des profils bac plus 2, agents de maintenance sur la recharge. Et après, ça va jusqu'au bac plus 5 pour les fonctions transverses. Tout ce qui est data, tout ce qui est techno. Voilà, il y a beaucoup de techno avec Troupy. Ça représente quoi, vous qui portez la 5e génération de Chapa? C'est quoi? C'est une révolution? C'est une bascule? C'est une cohérence? Il y a une forme un peu d'excitation et d'angoisse? Il y a une grosse excitation. Si vous voulez, quand on reprend les archives du groupe, en 1918, il y avait 50% de l'activité du groupe, c'était les calèches. Il y avait, et des chevaux, donc? Et les chevaux. Et du coup... Dans nos dépôts, on avait des maréchals ferrants, on avait des charpentiers. Il faut savoir dans les années d'après-guerre, il y avait 80 000 chevaux à Paris et ils ont tous disparu en moins de 10 ans. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près... au démarrage d'un phénomène identique avec les véhicules thermiques qui vont... disparaître de Paris tout doucement, puisque la fin du thermique à Paris, c'est 2030. C'est 2030. Donc en fait, vous êtes aussi en train, vous, de faire la bascule dans votre stratégie d'entreprise aussi, de se dire, après tout, il faut accompagner cette bascule et devenir un des leaders. Quelques mots quand même sur le scooter, parce que passer du thermique, parce que ça, vous êtes leader et il y a un vrai sujet sur, vous le connaissez parfaitement, à l'électrique, c'est différent. Je crois que vous vous appuyez, je crois que la marque, on n'a pas le droit de la dire pour l'instant, mais vous êtes, voilà, le scooter sera... béton armé. Voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce nouveau scooter avec notre partenaire qui est l'un des 3 plus gros constructeurs au monde de on voit un peu. Voilà. On présentera les 2 scooters au salon Autonomie qui a lieu porte de Versailles le 16 mars. Donc là, on lève le drap. Là, pour l'instant, on ne peut pas le montrer. Exactement. Et il y aura un scooter 50 cm3 pour répondre à l'appel d'offres de la mairie de Paris et un scooter 125, puisque Troupy, à l'origine, c'est du 125, parce qu'à l'origine, on a voulu montrer qu'il y avait un besoin de mobilité partagée aussi à l'échelle du Grand Paris pour pouvoir se déplacer. Voilà, on a tous les jours des usagers qui arrivent gare de Lyon, qui empruntent un scooter, qui font 2-3 rendez-vous à l'extérieur de Paris, qui repartent le soir. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre service qui le permet. Il faut quand même préciser, pour ceux qui n'habitent pas Paris et qui ne fréquentent pas les scooters électriques, moi, je les utilise. Arrivé aux portes de Paris, le scooter s'arrête et vous ne pouvez plus, on peut le déposer, mais évidemment, on ne peut plus l'arrêter. Donc, c'est extrêmement contraignant quand on veut sortir de Paris. Le verdict, c'est pour quand? Parce que là, évidemment, vous êtes dans cette phase où on rend la copie. C'est quand la décision finale pour savoir si vous allez pouvoir avancer et développer? Avril-mai, et puis pour un déploiement au mois de septembre, sachant que Troupy a pour vocation de se développer à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France et à l'étranger. Il y a un appel d'offres qui est bientôt lancé sur Bordeaux, auquel on a prévu aussi de répondre. Juste un mot quand même sur le marché du scooter, parce que le 2 roues permet à tous les Parisiens de se déplacer dans des conditions à peu près optimales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la voiture. Il a encore de l'avenir, le thermique, ou pas? Est-ce qu'il y aura une cohabitation, un mix, où vous dites de toute façon, on va de toute façon aller vers presque du 100% électrique? La fin du thermique à Paris, c'est 2030. La fin du thermique en France, c'est 2035, à moins que cette échéance soit avancée comme ça a été le cas en Angleterre. C'est vrai. Donc de toute façon, le thermique, à terme, à moyen terme, il faut plus compter dessus. Le marché du 2 roues en Ile-de-France, en 2 mots, c'est 500 000 2 roues, dont 200 000 qui sont utilisés tous les jours et 100 000 qui rentrent dans Paris. Voilà. Avant de nous quitter, ce qui est quand même intéressant dans l'histoire du groupe Chapa, dont vous nous avez parlé, son histoire des calèches, des maréchals ferrants, c'est que les concurrents viennent souvent de la tech. C'est souvent ceux qui sont un peu les disrupteurs version américaine. Vous êtes quand même, et c'est ça qui est intéressant, un groupe enraciné dans la mobilité. Ça, je trouve ça intéressant. Vos concurrents, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour ceux qui font de la trottinette et du vélo. C'est le cas pour ceux qui font de l'autopartage.
puisque vous voyez, des Peugeot ont leur service, Renault a son service. Et je pense qu'il va y avoir un changement de comportement et que les constructeurs vont reprendre en main à un moment leur service de véhicules partagés parce qu'ils voudront contrôler la data et ils voudront aussi apporter à leur réseau de distribution dans les villes qui vont souffrir ce complément d'activité qui leur permettra d'être encore là demain. On en revient évidemment à l'enjeu de la data, des déplacements, de pouvoir évidemment posséder cette data. Mais en route pour Troupi, puisque vous n'êtes pas encore monté sur le scooter. L'appel d'offres, ça sera en mai, pour un développement, une mise en place concrète pour les Parisiens. À quoi? À septembre? Septembre, les premiers Troupi, si vous êtes évidemment faites partie de ces 3 opérateurs sélectionnés. Les emplois arriveront au fil de l'eau. Comment ça se passe? Il faut que tout le monde soit prêt là. On a commencé à recruter. Sur troupi.com, les annonces sont en ligne. Troupi.com, parce que s'il y a bien une chose qui est désagréable quand on prend un scooter, c'est la maintenance. Des scooters qui sont parfois mal entretenus, je ne citerai aucun de vos concurrents, et qui font qu'on abandonne le scooter et on n'y va plus parce qu'il se recharge mal, il s'enclenche mal. Tous ces sujets-là, j'imagine que vous les avez regardés de très près. Exactement, avec notre partenaire. Et notre partenaire techno que je peux citer, puisqu'il est lui, on connu, peut le citer. C'est Vulog, c'est le premier opérateur de techno de partage dans l'automobile. Et on est leur client exclusif sur le scooter. Donc, de manière à avoir une technologie la plus efficace possible lorsqu'on l'enclenche et lorsqu'on le rend. Parce qu'il y a un véritable enjeu sur cette question, mais je suis persuadé que chez Troupi et chez Chapa, vous avez bossé le sujet, évidemment. En route, merci Axel Villaseca. Et puis bonne chance pour cet appel d'offres. Merci Arnaud. Il y a encore 3 mois évidemment à attendre. 16 mars, c'est le salon où on découvrira en vrai le fameux scooter Troupi. Merci de nous avoir rendu visite. Là, on va changer de sujet, on va faire un peu de philo. Ça fait du bien aussi de faire un petit pas de côté. On va oublier les datas, on va parler de démocratie. Bah oui, c'est un sujet philo, évidemment, les Grecs, Périclès, on en parle tout de suite. Smart Philo, oh que le sujet est dans l'actualité. Évidemment, on est en pleine campagne présidentielle, les enjeux démocratiques, le vote, les électeurs, ce sera dans un peu moins de 80 jours maintenant. Et on en parle avec Xavier Pavie, avec cette question. Alors là, évidemment, on peut y rester une nuit sur le plateau, bien entendu, mais tout ça va être concentré. À qui le pouvoir, les enjeux de la démocratie, et vous nous en parlez. Elle est sur toutes les lèvres, Xavier. C'est à l'origine, je l'évoquais en lancement, c'est philosophique. Hein. Je parlais de Périclès, peut-être me trompais-je, mais... Hérodote, mais on peut effectivement convoquer d'une manière générale les Grecs, puisque démocratia, c'est à la fois démos, c'est le peuple, et kratia, c'est le pouvoir. Donc de manière très claire, c'est le pouvoir au peuple. Et il y a une synthèse qui avait été comme ça faite par Abraham Lincoln, le président des États-Unis, qui avait dit « c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple ». Et donc, souvent reprise cette phrase. Pas souvent reprise. Très souvent. Parce que c'est comme ça que l'on va définir la démocratie. Elle est grecque, mais elle va prendre effectivement une puissance dans l'ensemble des États. Et Hérodote le dit de manière très claire, avec 3 axes principaux. 1, tout le monde est égaux devant la loi, tous les citoyens sont égaux devant la loi. La notion de prise de parole pour tous et la notion d'accès aux fonctions par tirage au sort ou par élection. Et ces 3 axes-là sont ceux que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les différentes institutions, dans les différents pays au monde. Les ostracons, les ostracas, comme ça qu'on prenait, hein, c'est ça, les morceaux d'ardoise. Exactement. Ça, c'était chez les Grecs. Attention, il faut être un homme libre. Libre, on est d'accord. Et donc, ça représente 10% à peu Toute près. petite partie de la population. C'est 10% du territoire d'Athènes. Vous avez bien raison de le préciser, évidemment. Est-ce qu'on peut la définir, cette démocratie, aujourd'hui? Parce que là, on vient de faire un peu d'histoire, les origines, mais aujourd'hui, cette démocratie? Aujourd'hui, il y a toujours un peu la même dimension, en disant il faut certes avoir le peuple qui va gouverner d'une certaine manière avec un système d'élection. Le problème, c'est que ça va avoir une extension très large. Et du coup, on va pouvoir mettre derrière le mot démocratie tout un tas de choses, tout un tas de valeurs. Et la démocratie va être un peu à géométrie variable, si vous voulez. Le Congo, l'Algérie, le Népal, le Sri Lanka, l'Éthiopie, tous ces pays-là, par exemple, ont dans leur nom de pays le mot démocratie. République démocratique du Congo, par exemple. Ouais. Peut-être la plus connue pour ça. Mais tous les pays que je viens de citer ont tous le terme démocratie, et pourtant la démocratie n'est pas forcément toujours respectée. Cette dimension-là est importante parce que qu'est-ce que l'on va mettre derrière le terme démocratie?
Et pour faire un aparté très contemporain, on le voit bien ces derniers mois, pas forcément qu'en France, mais partout, le terme de « on n'est plus en démocratie ». Ça veut dire quoi? On n'est plus... Vieille ancienne. Oui. On n'est plus en démocratie. Depuis le jour où on a créé la démocratie, le lendemain, on n'est plus en démocratie. C'est vrai. C'est vrai. Par extension, parce que c'est intéressant de le ramener, le mot, évidemment, c'est un mot politique, au sens propre du mot. On va aller voter, c'est la démocratie, ça sera bientôt, et on élira une présidente ou un président. Mais par extension, on parle aussi de démocratie en entreprise, de plus en plus d'ailleurs. On en parle de plus en plus, pour plusieurs raisons que je vais pouvoir évoquer, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était De Gaulle, général de Gaulle, dans ses mémoires, a dit une phrase qui est la transposition, la démocratie en entreprise, la transposition économique de ce qui se passe dans la société, avec, dans l'ordre, dit-il, les droits et les devoirs du citoyen. Ça, c'est la théorie, déjà posée avec De Gaulle. Intéressante. On est citoyen aussi dans l'entreprise. Ce qui, en fait, oui. Arnaud, n'est pas forcément une vérité. Ah. On est plutôt dans une forme de non-citoyenneté dans une démocratie. Vous avez un pays démocratique, mais vous allez avoir un endroit dans lequel il ne va pas franchement y avoir ça. Et l'on peut même parler parfois d'une forme, pardonnez-moi, mais un peu de despotisme que l'on pourrait retrouver dans les entreprises. L'exemple, c'est la société anonyme, si vous voulez, dans lequel l'objectif premier, ça va être la recherche du capital pour les actionnaires, et la question de la démocratie va être complètement reléguée parce qu'il y a une forme d'opposition entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez aller rechercher en premier? Est-ce que c'est le pouvoir donc des salariés que vous voulez donner, ou est-ce que c'est donner des retours à ceux qui ont investi chez vous? Eh bien, il peut y avoir une contradiction. Là, vous mettez les pieds dans le plat quand même, là, en disant ça. Où je dis ce qui se passe vraiment, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut se gargariser de démocratie parfois dans des pays, je les ai cités, on peut se gargariser parfois de démocratie en entreprise aussi. Vous savez, on peut faire des allers-retours à la fois entreprise et pays de manière assez intéressante. Oui. Un pays que je connais bien, qui est Singapour, le fondateur Lee Kuan Yew a souvent été, à partir de 1965, a souvent été considéré comme un chef d'entreprise. En disant Singapour, c'est géré comme une entreprise. C'est le pays du business. C'est le pays du business. Et il dit, il y a un discours très célèbre, il dit, je cite de mémoire, mais il dit, il n'y aura pas de développement économique de Singapour, donc, si nous n'intervenons pas dans chacun des comportements privés de votre vie. Votre religion, votre race, tel qu'il le dit, la façon avec laquelle vous pratiquez votre culte, ce que vous mangez, le bruit que vous faites. Il dit même l'endroit où vous crachez, comment vous crachez. Bref, on veut avoir un contrôle de l'ensemble de votre vie parce que c'est ce qui va permettre le développement économique. Ça, Arnaud... Ça a marché quand même, parce que Singapour est une ville qui est prospère. Si on regarde de l'angle du business, entre 65 et aujourd'hui, c'est passé qu'on l'appelle comme ça le pays du tiers-monde au pays du tiers-monde, mais cette fois-ci, évidemment, dans les plus hauts et les plus riches du monde. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que les choses changent? Parce qu'on a bien compris que, en fait, on était citoyen et que ça s'arrêtait à la porte de l'entreprise, ça vous nous l'avez dit. Ça change, ça évolue, parce qu'il y a beaucoup de termes qui ne sont pas forcément autour de la démocratie, mais la raison d'être, le bien-être, la façon dont on accueille le collaborateur. Est-ce que c'est pas finalement déjà un peu un dérivé de démocratie, tout ça? Oui, alors vous utilisez, je pense, le bon terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois la notion de dérivé, comme on parlait tout à l'heure pour les pays. Vous avez plein de nouveaux termes. Un très récent, ce qu'on appelle l'entreprise libérée, ça peut en faire partie. Mais l'autogestion, l'autogestion est très importante, très intéressante. Vous avez les coopératives, par exemple, la participation. Vous avez évidemment l'actionnariat salarié. Qui renvoie à De Gaulle, je m'autorise. Participation, intéressement, ça c'est De Gaulle. Absolument, absolument. Il voulait effectivement qu'il y ait cette implication-là. Vous voyez, il y a des tentatives. Il y a l'entreprise Hof, par exemple, qui va effectivement mettre son mandat sur la table en disant mais si quelqu'un peut faire mieux que moi, élisez quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Danone a donné une action à chaque salarié pour qu'il puisse voter également. Donc oui, vous avez raison. Entre l'autogestion, l'entreprise libérée, la participation, il y a effectivement cette dimension que l'on peut voir de plus en plus arriver. Juste d'un mot, une parenthèse, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon, lui, souhaite, à travers la voix de tous ceux qu'il représente, pouvoir destituer les hommes politiques comme il le souhaite. Si on le transpose, il y a un peu ce rêve, j'imagine, dans sa tête, de se dire, après tout, les salariés sont les actionnaires de l'entreprise et pourront, en votant, destituer leur patron, parce qu'il y a un peu de ça dans ce qu'il dit finalement. En voulant destituer les élus, c'est aussi vouloir toucher à ceux qui ont le pouvoir, non? C'est vous qui êtes philosophe. Vous avez raison, mais le despotisme marche dans plusieurs façons de voir les choses. Vous comprenez bien qu'effectivement, on peut vouloir destituer quelqu'un à travers la masse. Est-ce que la masse a forcément raison? On peut se poser cette question-là. Vous avez tout à fait
je dirais, montrer une objection vis-à-vis de Singapour quand vous m'avez repris en disant oui, mais ça a fonctionné Singapour. Oui, et vous avez raison. Si nous avions demandé à la masse, est-ce que cela aurait fonctionné? Autrement dit, la question est toujours sensible en disant dans quelle mesure je donne le pouvoir à l'un ou à l'autre, et l'un ou l'autre finalement ne fonctionne pas vraiment. Je vous donne un exemple. Il y a le patron Jean-Baptiste Gaudin qui faisait des poêles Gaudin. On voit toujours c'est une marque. Une marque existe Célèbre toujours. poêle. Quand on fait le tour du périphérique, il y a encore marqué les poêles Gaudin. Jean-Baptiste Gaudin, 1860, explique de manière très claire, et on peut parler d'une certaine manière d'une forme de despotisme éclairé, avec cette dimension droit de vote pour les salariés, éducation pour tous, 1860, droit de vote aux femmes. Il y a, quand vous visitez le familistère de Guise, qui est toujours visitable, les fameux familistères. Exactement, vous avez une forme de familistère, une forme d'utopie, avec des salles de théâtre, avec le centre médical qui existait auparavant. On a effectivement un patron d'entreprise qui, ici, va effectivement faire en sorte qu'il y ait une démocratie, on participe, mais il y a quelqu'un qui décide. C'est l'entrepreneuriat social, en fait, de Marc Sangnier, de tous ceux qui pensaient qu'il fallait éduquer aussi les populations ouvrières. C'est de ça dont il est question. C'est un véritable socialisme. On va retrouver ça chez Fourier, on va retrouver ça chez Saint-Simon, par exemple. On va retrouver ce socialisme extrêmement puissant qui va effectivement jauger le peuple et le pouvoir, cette articulation entre les deux. Et lui donner les moyens de comprendre et d'être un vrai citoyen, puisque c'est de ça dont il est question. L'éduquer par le théâtre, par les livres, par la culture. Il n'y a pas de démocratie sans éducation. C'est important de... Et ça, c'est très important parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, on va dévoyer le terme démocratie en disant c'est pas une démocratie. Est-ce que vous en êtes sûr? Sur quoi est-ce que vous basez? Quelles sont les lectures, l'éducation qui permettent de juger ce qu'est une démocratie ou pas une démocratie? Ne dites plus jamais devant Xavier Pavie on n'est plus en démocratie, il vous répondra évidemment. Xavier Pavie, je voulais simplement préciser votre livre que je n'ai pas présenté parmi tous les livres que vous avez écrits, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours au PUF, dans lequel, évidemment, un certain nombre d'éléments sont contenus dans la chronique d'aujourd'hui. Il sort dans quelques jours? Le 23 février. 23 février. Bah là, c'est dans une semaine. Oui, exactement. Bon, là, c'est le moment un peu agaçant. On attend que son livre sorte. Si vous voulez en savoir plus, Exercice spirituel, philosophique, anthologie de l'Antiquité à nos jours au PUF. Quand on était étudiant, on achetait que des livres au PUF. Ah oui. C'est vrai. Presse universitaire de France, c'est le standard. C'est le standard et c'est même la référence. Merci Xavier d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir. On fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet qui fait un peu écho à l'entreprise libérée, la fameuse semaine des 4 jours. Alors elle fait débat au sein du patronat, au sein du MEDEF qui s'y oppose. Elle fait débat aussi chez les candidats à l'élection présidentielle parce que tout le monde a un peu un avis, pour ou contre d'ailleurs, pour valider ou pas cette fameuse semaine des 4 jours. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une révolution? On en parle avec nos invités juste après la pause. La semaine des 4 jours, c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Je dis bien débat parce que c'est un sujet un peu irritant qui peut susciter de la passion et un véritable débat de fond, un débat même idéologique puisque les candidats à l'élection présidentielle, vous les avez entendus, ont tous ou presque pris position pour, contre, semaine des 4 jours, semaine des 32 heures. C'est quoi la différence? On va en parler. Et puis le MEDEF a clairement dit non, nous ne sommes pas favorables à cette semaine des 4 jours, même si, et on va bien sûr l'évoquer avec mes invités, même si des entreprises, et plusieurs, ont décidé d'enclencher la semaine des 4 jours. Est-ce que c'est bon pour le salarié uniquement? Est-ce que c'est bon aussi pour l'entreprise? C'est évidemment la question que l'on se pose. Et on va en parler avec mes invités qui connaissent parfaitement ce sujet. Caroline Diard, merci d'être là. Vous êtes enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de télétravail parce que je sais que c'est un sujet. Le télétravail est passé par là entre-temps et peut-être que ça a un peu dérégulé ce sujet de la semaine des 4 jours qui existe depuis 2 ans presque de fait. Pour certains. Nizar Alajbili, merci d'être là. Vous êtes PDG du groupe Ténor, société de services numériques aux entreprises, 130 salariés en France. Et vous avez enclenché, je dis bien enclenché parce que ça a dû être une démarche de réflexion, depuis janvier 2022, la semaine des 4 jours. Donc vous avez un petit recul, mais on va déjà évidemment en parler avec vous. Puis je pense que ça vient d'une conviction forte et on vous entendra dans quelques instants. Éric Chevet, merci d'être là. Vous êtes vice-président de la CPME, en charge des affaires sociales. Vous êtes un entrepreneur dans le commerce de la distribution de meubles dans une belle région qui est la région Centre, évidemment. D'abord, quelques mots sur ces candidats à l'élection présidentielle, parce qu'en prenant la liste, on voit que Jadot, Poutou, Roussel, Hidalgo,
qui sont les candidats de gauche, eux, se rangent pour la semaine des 4 jours et les 32 heures, vous allez me dire, traditionnelle. Valérie Pécresse, à l'envers, elle dit non, il faut travailler plus pour créer plus de richesses, qui est évidemment la théorie. Et puis Emmanuel Macron, lui, il proposait de moduler le temps de travail en fonction de l'âge des salariés. C'était il l'avait évoqué pendant la campagne, d'ailleurs, dans une très longue interview au Nouvel Obs. Les jeunes seraient amenés donc à travailler plus, parce que peut-être plus d'énergie, puis ceux qui étaient les plus anciens réduiraient le temps de travail, une sorte de pondération des deux. Juste quand même un mot sur l'aspect idéologique, parce qu'après on va rentrer dans le détail. C'est idéologique ou pas cette question du temps de travail et de la réduction du temps de travail? Au-delà de l'aspect très contraignant d'organisation, de planning, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un clivage politique sur ce sujet. Il y a ceux à droite qui disent, les libéraux, la richesse on ne la crée qu'en travaillant plus, et puis il y a les autres qui ont une autre philosophie et qui disent finalement le travail c'est un des éléments de la vie, c'est pas le seul, et on a d'autres choses à faire de la vie. La question clairement qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'en divisant le travail, on produit de la richesse supplémentaire? Et visiblement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, d'abord, c'est pas si facile que ça. Vous dites diviser, vous déjà? C'est-à-dire en répartissant le travail mieux. On a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Mais en face, on a quand même 1 million à peu près d'emplois qui sont disponibles et on n'arrive pas à faire matcher ces 5 millions de chômeurs ou ces 5 millions de demandeurs d'emploi ou en situation précaire et de les faire rentrer sur le marché du travail, là où on a 1 million d'emplois disponibles. Donc, commençons déjà par faire notre job en matière de formation, d'orientation. Là, c'est très important. Et puis, nous verrons après si il est possible, dans certaines configurations, de modifier les organisations du travail. Donc, juste pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a de l'idéologie sur ce sujet? Est-ce que ce sujet est au-delà de c'est très idéologique. C'est très idéologique. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Caroline Diard, vous êtes une enseignante-chercheuse, mais on voit qu'à chaque fois qu'on parle de sujet, puis je suis sûr qu'on arrivera sur les 35 heures, puisque forcément ça fait écho aux 35 heures, il y a beaucoup d'idéologie. Il y a ceux qui disent, mais regardez, à gauche, ils ne favorisent pas le travail. Et puis il y a les autres qui disent, nous on le favorise, le travail, et il faut travailler encore plus. Vous êtes d'accord? C'est un peu ça, ce clivage. Alors tout à fait, parce que si on fait un petit peu d'histoire du droit social, on s'aperçoit que l'aménagement du temps de travail, et notamment la réduction du temps de travail, c'est une histoire politique. En réalité, ça va dans un facteur de contingence qui est un environnement économique et un environnement politique. On en parle dans le gouvernement Balladur avec la réduction du temps de travail. Alors le slogan de Robien, Balladur. Et le slogan de Pierre Laroutureux, Andersen Consulting, qui à l'époque disait travailler moins pour travailler tous. Et nous on a mis pour travailler mieux d'ailleurs, on l'a rendu. Exactement. Et on retrouve ensuite un candidat, Sarkozy, qui nous dit travailler plus pour gagner plus. Et là il inverse le... On voit bien que d'un côté politique à l'autre, où on se place sur l'échiquier politique, évidemment, on va être pour ou on va être contre la réduction du temps de travail. Et je donne la parole à Nizar Alajbili, mais parce que vous êtes un acteur de cette question concret. Mais sur le plan idéologique, il y a quand même deux fronts contre fronts sur la richesse d'un pays s'acquiert par Caroline le travail supplémentaire, donc l'effort supplémentaire, et une autre partie de la population dit moi je crois pas. Je pense que c'est justement en ayant un cadre de vie, un bien-être, une vie plus agréable qu'on produit mieux. On voit bien que c'est front contre front. Il n'y a pas que la notion de quantité de travail, il y a aussi la qualité et la notion de productivité et de performance. On peut travailler longtemps, c'est-à-dire on peut être là 45 heures par semaine et faire ce qu'on appelle du présentéisme. Alors souvent, les Français sont taxés d'être un peu les champions du présentéisme. On laisse la veste sur le bureau, quoi, sur Exactement. Sur la chaise. On est là finalement, mais on est là, est-ce qu'on est productif, est-ce qu'on est performant? Ça, c'est la vraie question. Donc si on réduit le temps de travail à 32 heures sur 4 jours, peut-être qu'on sera plus performant parce qu'on aura une vie à côté et que la vie privée, la vie associative va se rééquilibrer. Exactement. Débat dans l'actualité depuis le Covid, puisque c'est le débat qui est aujourd'hui sur la table des patrons qui ont des salariés qui leur disent attends, je veux avoir un équilibre, je veux avoir des temps de transport réduits. Vous avez fait choix, Nizar Alajbili, du groupe Ténor, vous en êtes le PDG de cette semaine des 4 jours. J'ai envie de vous dire, ça se passe comment ? Justement, nous, on a fait le pari justement du travailler moins, mais travailler mieux, justement. Donc, on essaie d'être un petit peu pragmatique et au centre, un petit peu au milieu des deux idéologies. D'accord ? Je ne fais pas d'idéologie, autant que chef d'entreprise, en tout cas, je ne suis ni chef d'entreprise de droite, ni chef d'entreprise de gauche. Donc, c'est pas un acte militant. Pas du tout. D'accord. Non, mais c'est important de l'entendre. Pas du tout. Et je serais même tenté de dire que je serais contre la généralisation de ce genre de dispositif parce que c'est quand même la liberté de chaque entreprise, de chaque chef d'entreprise, de mettre en place le ou les dispositifs qu'ils jugent nécessaires pour justement répondre à un besoin économique. Nous, dans le groupe Ténor, on a un besoin très simple, c'est de recruter. On est en train de chercher 50 personnes pour
passer de 150 à peu près dans tout le monde à 200 personnes. Vous êtes dans la tech, c'est dur là. Hein. Exactement, c'est très très dur. Donc c'est la marque employeur, c'est une forme de stratégie de marque employeur que vous faites là. Entre autres. Il n'y a pas qu'un seul argument, honnêtement, il y a d'autres arguments, etc. Mais en tout cas, il n'y a aucun argument idéologique derrière ça. Donc, vous ne l'avez pas décidé en janvier, en vous levant le 2 janvier, en disant à tout le monde, ça y est, on passe à la semaine des 4 jours. Tout ça est un processus long d'organisation. Ça démarre quand ? Le moment où vous dites, il faut que je bascule, il faut qu'on bascule. Comment ça se passe ? En fait, c'est quelque chose que je mûris, moi, depuis presque un an et demi, d'accord ? Mais le Covid a servi d'accélérateur. Honnêtement, je voulais plutôt lancer ce genre de projet à partir de 2023-2024. Après le deuxième été Covid, c'est-à-dire 2021, parce que 2022, on pensait que c'était juste une parenthèse et qu'en septembre, tout allait redémarrer. Voilà. Et donc, à partir de l'été 2021, quand on a commencé à être confronté justement à de plus en plus de difficultés de recrutement, d'accord, on n'arrivait plus à attirer seulement avec des arguments type salaire, voiture, etc. Quand on a commencé à avoir des départs, mais pas forcément vers la concurrence, vers des personnes qui voguaient vers d'autres horizons, qui voulaient complètement quitter le numérique, qui ne trouvaient pas sens à leur... Ils partent dans le monde rural. Voilà, on a quelqu'un qui est parti pour devenir fleuriste parce qu'il ne trouvait plus de sens. Donc soit je pouvais prendre ça avec de la dérision en disant pourquoi il fait ça, soit il fallait que j'apporte, moi, en tant que chef d'entreprise, une réponse pragmatique et tout ça. Et donc j'ai décidé d'accélérer un tout petit peu le mouvement. Donc, concrètement, on a lancé la réflexion et le travail à partir de septembre avec le comité de direction. On a annoncé ça le 8 octobre, parce qu'on n'annonce pas ça du jour au lendemain. On annonce ça, on a besoin de 3 mois d'organisation à la fois juridique, financière et opérationnelle. C'est ça. D'accord, pour une mise en place au 2 janvier. Vous avez une entreprise de 130 collaborateurs vers 150, puisque vous êtes à la recherche de collaborateurs, mais j'imagine que les premiers contacts dans les couloirs avec vos collaborateurs, ça a été quoi ? Ça a été de dire quoi ? On va travailler plus sur 4 jours ? Merci patron ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? En fait, j'ai eu presque la même réaction en 3 temps, à la fois de mon comité de direction et à la fois des salariés. Alors la première, c'est waouh, les 5 premières minutes, quand on annonce ça un petit peu en grande pompe, c'est super, c'est un acquis social, c'est un véritable avantage, etc. Puis derrière, 5 minutes de doute, comment on va y arriver ? Il nous cache quelque chose. Bah oui, non, mais c'est... Il y a un loup. On a un problème, nous, c'est que justement, on n'arrive pas à produire, ça dépend ce qu'on met derrière la production et la productivité, d'accord ? Mais on n'arrivait pas à produire les journées qu'on avait déjà à prester, d'accord ? Avec 5 jours. Et là, je leur dis... et là, ils se sont grattés la tête en disant, voilà, en 5 jours, on ne le fait pas, comme on fait en 4. Comme on fait en 4. Et justement, nous, on a misé beaucoup plus sur... Et c'est là la troisième réaction quand j'explique, en disant, oui, on fait un pari, d'accord ? Il y a de l'intuition, il y a bien sûr des éléments pragmatiques, mais aussi beaucoup d'intuition, en disant, la productivité individuelle, normalement, à court terme, elle va baisser, parce que justement, nous, on facture des journées. Donc vous avez une journée de moins par semaine. On a une journée de moins. Mais en même temps, vu qu'on a un portefeuille de commandes qui est rempli à rapport et qu'on n'arrive pas à produire parce qu'on n'arrive pas à avoir les talents pour le produire, si on arrive à attirer 50 personnes, la productivité collective de l'entreprise va augmenter. C'est plus qu'une intuition, vous faites un pari sur l'avenir. Vous dites, grâce à ma marque employeur, je fais rentrer plus de monde dans le groupe et avec ça, j'arrive à compenser ma journée perdue par plus de collaborateurs. C'est bien ça la stratégie. Il y a ça. Il y a aussi le fait justement, et là je rejoins Caroline. Je rejoins Caroline en disant il y a peut-être aussi sur du moyen et du long terme, là on est sur du court terme, sur du moyen et du long terme, justement le travailler moins, mais travailler mieux. C'est-à-dire que ça va se voir normalement sur la qualité et surtout quelque chose qu'on surveille dans notre métier, le coût de la non-qualité. D'accord ? Parce que en fait, je fais passer tout le monde à la semaine des 4 jours, 32 heures payées. Tout le monde, on est d'accord. Tout le monde. C'est-à-dire les backups, les informaticiens, les développeurs, tout le monde. Tout le monde passe à la semaine des 4 jours, 32 heures seulement. Payer 35. Donc normalement, vu que notre facturation... Oui, payer 35, on ne l'avait pas dit. Oui, bien sûr, c'est important. On va y venir. Et en fait, on passe d'une journée qu'on facture, mais sur laquelle on passait 7 heures, à la même journée qu'on facture, mais sur laquelle on passe 8 heures. Donc j'ose espérer, justement, c'est le pari, que mes développeurs, quand ils vont passer 8 heures à faire le même travail que je leur demande en une journée de 7 heures, ils feront plus de qualité, et donc ça réduira aussi le coût de ma non-qualité. Je donne la parole à Éric Chevet, mais juste d'un mot. L'intuition et le pari que vous faites aussi, c'est de recruter plus, mais c'est aussi de confier, de faire confiance à vos collaborateurs. Exactement. Parce que ça passe. Je pense que c'est ça le message qu'ils reçoivent. C'est je vous donne, parce que vous parlez d'acquis social, c'est le mot que vous utilisez, c'est un acquis social, mais en même temps, il faut me le rendre. Et il faut remonter l'ascenseur. Moi, j'utilise des mots très terre avec eux, c'est-à-dire il faut jouer le jeu. Exactement. On a tous à y gagner. On est d'accord. Voilà. Éric Chevet, vous représentez une organisation patronale de PME. J'ai vu que le groupe Total, alors c'est pas une PME, on confirme que Total n'est pas une PME, va se lancer avec l'idée d'une semaine de 4 jours. Alors ça c'est quand même une donnée importante. J'ai vu que Madrid se posait des questions très sérieuses, vraiment travailler de manière globale. Est-ce que la France n'a pas un peu de retard sur ce sujet pour les arguments qu'utilise Nizar, c'est-à-dire notre marque employeur on ne recrute plus,
on n'est pas attractif, les gens rêvent d'autre chose, il faut bien les attirer dans l'entreprise, et c'est un élément de marque employeur. Nous, vous savez, à la CPME, on défend la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'organiser son entreprise comme on le souhaite. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui sont mieux-disants, qui veulent tenter des nouvelles expériences, et c'en est une, par exemple, là, en diminuant, en faisant le pari qu'en diminuant à la fois la durée du travail, mais aussi en maintenant le salaire pour les 35 heures, que c'est un pari sur la productivité et sur la capacité d'attraction de l'entreprise, eh bien tant mieux. Il faut des entrepreneurs qui risquent, qui prennent ces risques-là. Et donc nous, on ne critiquera pas ça. Ce que l'on ne souhaite pas, évidemment, c'est que ce soit généralisé au nom d'une idéologie de partage du travail. Ça, c'est juste insupportable. Mais j'entends, ça a emmené, en fait, la France où elle est aujourd'hui. Vous avez entendu, il n'y a pas de partage de travail. Là, il y a attiré plus de monde. Excusez-moi, on n'est pas sur une... Mais parce que l'Espagne, c'est un peu ça, quand même. Là, c'est vraiment de l'idéologie. On est sur l'idée de dire... on va partager, puis comme ça, tout le monde va en avoir. Non, taux de chômage à 15%, l'Espagne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même c'est un pays en grande difficulté sur le plan du chômage. Et singulièrement en France, où les charges sont quand même très très importantes, on voit bien que 20 ans après, c'est 12% d'industrie quand l'Allemagne est à 24%. Caroline, je donne la parole. Vous, en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes aussi un entrepreneur, en étant représentant de la CPME, vous n'avez pas envie de le tenter? Vous dites, moi je suis bien, vous êtes aux 35 heures, j'imagine. Et moi je pourrais effectivement, dans mon magasin, réfléchir à ça parce que j'ai une amplitude d'ouverture qui peut-être peut m'intéresser. Puisqu'on travaille du lundi au samedi, donc peut-être que c'est intéressant de regarder si on ne peut pas embaucher 2 fois 4 jours plutôt que... Voilà, donc oui, ça peut être intéressant. Et effectivement, nous, c'est sur un coût global. On a des vendeurs qui sont évidemment commissionnés au chiffre d'affaires. Donc on peut regarder en fait. Ça peut être quelque chose qu'on là, vous le verriez mais directement. C'est mon choix de chef d'entreprise et je me positionne sur mon marché en faisant mes propres choix. C'est pour ça que nous, on défend ça en fait, l'idée d'avoir l'organisation choisie par le chef d'entreprise. Concrètement, je pose la question à Caroline parce que je vois Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon qui eux parlent d'une semaine de 32 heures, donc vous êtes sur cette semaine-là, payé 35. Comment on fait là? Parce que sur le plan économique, il y a eu des entreprises, on s'en souvient, je pensais à Bosch par exemple, on réduisait le temps de travail, mais on était payé moins. Vous vous rappelez, ça avait été d'ailleurs des grèves assez dures au sein de l'entreprise, en disant, nous, c'est plus tout la théorie du bien-être, c'est la flexibilité du travail. On réduit le temps de travail à 32 heures parce qu'on a moins de bougies à faire. Je crois que c'était un fabricant de bougies. C'est pas ça l'esprit aujourd'hui de la semaine des 4 jours. Non, l'esprit, effectivement, que vous évoquez, ça a été aussi l'esprit chez Volkswagen. Donc on Exactement. réduisait le temps de travail. On était sur des activités de production. Vous êtes sur des activités intellectuelles, de services, de création, etc. Ça marche mieux dans donc là, on prend le temps de travail, on le diminue et on conserve la masse salariale. Donc ça, il faut aussi y réfléchir. Mais on laisse aussi le pouvoir d'achat aux salariés. Et on fait le pari que le bien-être au travail, la qualité de vie au travail va donner un sens au travail, va permettre d'attirer aussi des talents, peut-être des gens plus performants, qui travaillent plus vite, qui sont plus productifs. Et finalement, on va compenser ce delta de masse salariale. Donc ça, c'est très intéressant. Après, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la liberté. Sur la liberté, c'est parce que en fait, je vous rejoins tout à fait, parce que si on regarde ce qui s'est passé autrefois, on y arrive aux 35 heures. La loi Robien en 96, qui n'était pas une loi contraignante, a remporté un certain succès, parce qu'il y avait des contreparties aussi en termes d'allègement de cotisation sociale. Et derrière, on voit arriver, entre 98 et 2000, la grosse machine des lois Aubry, qui cette fois est contraignante et qui devient finalement une usine à gaz, pour l'avoir vécu et l'avoir mis en place en tant que DRH dans une entreprise. Ça a été très compliqué et c'est arrivé complètement à rebours, parce qu'on était dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était sur une pénurie de main-d'œuvre, où on cherchait à tout prix à être attractif, à développer ce qu'on n'appelait pas autrefois la marque employeur, mais on faisait du marketing RH à ce moment-là. On ne disait pas encore marque employeur à cette époque. On cherchait à tout prix à faire venir les gens, et d'un seul coup on nous dit oui, mais en fait les personnes que vous arrivez enfin à recruter, elles vont faire 35 heures. Et là ça a été un coup dur pour les DRH, parce qu'on était dans un cadre contraignant et finalement on était philosophiquement très éloigné de la liberté d'entreprendre, et je vous rejoins tout à fait. C'est vrai, et notamment dans le service public, puisqu'on le voit d'ailleurs aujourd'hui, l'hôpital et avec les plannings des infirmières, ça a été un vrai sujet, avec un autre débat, mais on ne va pas l'ouvrir, sur la création nette d'emplois de ces 35 heures, puisque aucun économiste n'est d'accord. Le débat Chirac-Jospin, 200 000, 150 000, 300 000, on ne sait pas.
là, en tout cas, le gouvernement, par la voix d'Elisabeth Borne, a fermé la porte à une généralisation de la semaine des 4 jours. Mais quand même, sur le fond, il y a un débat aujourd'hui chez les salariés sur le bien-être, sur l'idée qu'ils ont besoin de temps pour s'occuper de leur famille, pour s'occuper d'eux, de leur santé. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la marge de l'histoire ? Le temps de travail, depuis un siècle, se réduit par tranche de 30 ans. Chaque 30 ans, on réduit le temps de travail. Enfin, nos grands-parents travaillaient 50 heures, 55 heures. On est passé à la semaine des 40 heures. Et puis après 39 heures. Et puis on est aujourd'hui à 35. Est-ce que ce n'est pas la marche de l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un décalage entre la mécanique de l'histoire et puis, je dirais, les réticences ? Il y a une quête de sens peut-être. Mais il y a... En travaillant pareil ? Oui, nous, on fait ce pari-là. Je vais utiliser beaucoup ce mot pari, justement. Parce que vous démarrez, donc vous êtes en train de jeter la pièce en l'air, là. Exactement. On fait ce pari, justement, de... C'est pas le bonheur dans le travail, parce que je ne crois pas, moi, personnellement, dans le bonheur au travail. Le bonheur étant quelque chose de très, très personnel, et ce n'est pas au chef d'entreprise de décréter le bonheur des salariés. Soyez tous heureux, quoi. Voilà, soyez tous heureux. Et je vais vous augmenter vos salaires, vous allez être heureux. Il y a des personnes qui peuvent gagner au loto qui ne sont pas heureuses. D'accord ? Donc, c'est pas... C'est vrai. Voilà. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Nous, on parle plutôt d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Pas de bien-être dans le travail, etc. Moi, je suis à contre-courant, par exemple, des grosses machines GAFA qui, au milieu des années 2000, etc. À la cool, voilà, on est bien. Des machines à café, des toboggans, des smoothies gratuits, etc. Bien entendu, mais derrière, on fait travailler les personnes 70 heures. D'accord ? Nous, on est à contre-courant. Nous, on est plutôt sur le bien-être du salarié doit se faire peut-être à l'extérieur de l'entreprise. En tout cas, le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Et ce fameux équilibre, voilà, d'avoir du temps à consacrer à sa famille pour pouvoir ensuite revenir dans l'entreprise avec de l'énergie, avec du désir. Ça, la CPME, excusez-moi d'y revenir, mais le temps de travail se réduit. C'est-à-dire, malgré les réticences à l'époque du CNPF et aujourd'hui du MEDEF, le temps de travail se réduit. Non, mais je m'en excuse. Je pense que si notre progrès collectif peut aller sur une réduction du temps de travail, nous, on n'a pas de motif idéologique de s'y opposer. Mais quand même, d'abord, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit à la main du chef d'entreprise. Puis deuxième chose, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler sur ce que vous avez rappelé tout à l'heure, qui était intéressant, c'était le candidat Macron qui disait on peut travailler sur la durée de la vie au travail. Moins jeune. Jeune, moins jeune. Et là, nous, effectivement, on est assez favorable à ça, notamment parce que c'est absolument nécessaire de conserver plus longtemps et donc les seniors. Et donc, évidemment, il y a l'aménagement du temps de travail en fin de parcours professionnels sur lesquels on est prêt à discuter, nous, à la CPME. Sauf que ce qui se passe, excusez-moi, ce qui se passe, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est l'inverse. C'est plutôt les jeunes générations aujourd'hui qui veulent passer du temps avec les enfants. Voilà, etc. qui veulent... Je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est ça, on est à contre-courant, là, j'ai l'impression. C'est les jeunes générations qui nous demandent justement un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. On a changé d'air quand même. Hein. Voilà, on a changé complètement. Les jeunes arrivaient, il y a une trentaine d'années, arrivaient la tête dans le guidon, travaillaient 50 heures parce qu'ils voulaient grimper. Là, les jeunes aujourd'hui embauchés, même des cadres et des ingénieurs, vous disent tout ça c'est très bien, mais moi j'ai quand même besoin d'avoir une journée pour mon association, une journée avec mes enfants. Enfin, c'est ça que vous avez en face à vous. Et c'est pas caricatural. C'est pas parce que ces jeunes-là demandent un petit peu plus d'équilibre entre la vie privée et professionnelle qu'ils sont moins performants que leurs aînés. Ça serait une approche. Il y aurait un peu vieille école et puis finalement cette nouvelle génération qui est plus tournée vers l'humain, vers sa vie personnelle. Non, vous êtes d'accord, Caroline ? Alors, ça, c'est une évolution quand même. Je suis d'accord, il y a une vraie évolution générationnelle. C'est-à-dire que les nouvelles recrues d'aujourd'hui ne sont pas celles que j'ai connues moi quand j'ai commencé il y a 30 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a effectivement cette volonté d'avoir une vie à côté du travail et de donner un sens global à sa vie. Et je pense que le télétravail a beaucoup œuvré pour ça pendant le confinement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, la vie, c'était pas uniquement le travail et qu'il y avait aussi plein de choses à côté. Je pouvais aller chez le médecin en dehors des horaires du week-end. Je pouvais aller faire mes courses en dehors des horaires où tout le monde... les gens ont repensé leur vie. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais déjà, le télétravail a accéléré. On avait déjà modifié terriblement... moi je le vis bien dans le commerce, je peux vous assurer que la distribution du chiffre d'affaires dans l'année avant 2000 et après 2000, c'était complètement différent. Ils se vendent plus pareil. Ah bah oui, c'est complètement fini. À cause des 35 heures. Oui, parce que ça avait déstructuré aussi les vacances d'été, il y avait les Haussiens, vous vous souvenez, etc. C'est des concepts complètement dépassés. Aujourd'hui, les gens passent par 15 jours, 3 semaines, et puis ils partent beaucoup. Vous avez encore des clients en août ? Mais bien sûr, il y a beaucoup de clients en août. Donc franchement, ça a complètement déstructuré, effectivement, pas forcément en mal d'ailleurs, mais ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, le télétravail, quand même, il y a quand même beaucoup de jeunes qui en reviennent un peu du télétravail. Moi, je mets un bémol là-dessus. C'est l'hybride qui domine aujourd'hui. Oui, c'est l'hybride. On est d'accord. L'hybride, ça va. L'hybride, ça va. Et ils sont assez preneurs. Mais bon, c'est quand même très métropole.
Oui. C'est quand même très métropole. Et puis, les jeunes en intégration, waouh. Non, ça c'est vrai. Juste une question avant de nous quitter, c'est une question que je me pose. Vous êtes au début, je dirais, de cette intuition et de ce pari, ce sont vos mots. Est-ce que si au bout d'un an, vous dites, moi finalement, vous ne m'avez pas renvoyé le donnant-donnant, vous repassez à une formule classique? Non, mais ce serait vraiment un terrible échec collectif. Personnel et collectif. On est d'accord. Et ça, bien entendu, nous, quand on a signé l'accord entreprise, etc., il prévoit justement une clause revoyure à partir de septembre pour éventuellement arrêter le dispositif à fin 2022. Mais honnêtement, on fera tout pour l'éviter, justement. À court terme, on verra sur du moyen et sur du long terme. À court terme, on a quand même des très très bons signaux. À court terme, on a quand même réussi à fortement diminuer le taux de départ chez nous, les turnovers. C'est-à-dire que depuis l'annonce seulement, même pas la mise en place. Ouais, c'est votre danger, vous, ça c'est les départs. Voilà, c'est les départs, des gens qui sont formés, qui sont talentueux, etc. Donc là, on a vraiment stoppé l'hémorragie par rapport à ce genre de choses. Ça c'est déjà très positif. Et on attire en termes de quantité et surtout de qualité. Des talents qu'on n'arrivait pas à attirer avant parce que justement... Nous, déjà là, en un mois, il y a déjà des ingénieurs, j'imagine, ou des gens très qualifiés qui disent moi ça me plaît bien, votre formule des 4 jours. Depuis l'annonce, parce qu'on a annoncé ça le 8 octobre, donc c'était déjà dans la presse, etc., on a quand même réussi à signer 20 nouvelles embauches qu'on n'aurait pas pu faire. Donc vous êtes passé à 150 là. Voilà, on est passé à 150, sans compter l'international, justement, en 2 mois, 3 mois de temps. Etc. Donc vous tenez votre défi, parce que c'était ça votre défi. Pour l'instant. Après, on verra sur du moyen terme, justement, la partie impact un peu. Une fois que l'euphorie est retombée, est-ce que vraiment on sera sur les taux de non-qualité qu'on souhaite réduire, etc. Il y a aussi un autre aspect, et là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait que oui, ok, le rapport individuel au travail des nouvelles générations a changé, mais ce n'est pas que par égoïsme, ce n'est pas parce que je veux, moi, équilibrer mon temps de travail. Il y a d'autres choses sur lesquelles les jeunes générations sont très sensibilisées et qui font partie de nos arguments. Justement, c'est l'égalité homme-femme. Exact. D'accord. L'égalité salariale homme-femme, où nous, on fait partie des rares métiers qui sont vraiment préservés là-dessus. Ouais, c'est très homme quand même la tech. Voilà, mais à compétences égales, on n'a pas de problème on n'a pas de problème d'inégalité salariale. Mais justement, les femmes sont chez nous dans notre domaine celles qui demandent le plus de temps partiel. Oui. Et ça a une influence négative à la fois sur leur salaire. Et pour le service rendu au client aussi par ailleurs. C'est compliqué à organiser les temps partiels. Pour vous non, ça va. Dans notre métier, ça va. Dans notre métier, ça va. C'est surtout justement pour attirer justement et depuis qu'on a annoncé ça, en fait, on est en train de dire à tout le monde, vous êtes sur le même pied d'égalité, vous êtes presque sur un temps partiel mais payé temps complet, donc vous êtes payé exactement de la même manière. Caroline Viard, on ouvre une porte avant de nous quitter, mais c'est intéressant aussi pour cet argument, notamment dans la tech, dont on dit que c'est quand même aujourd'hui un métier d'homme, même si des écoles s'orientent vers du recrutement féminin, mais dans le rapport égalité homme-femme, il y a des femmes qui peuvent aussi être attirées par cet emploi sur 4 jours, payés 35, parce que ça leur libère une journée. À leur guise, c'est pas que le vendredi, on est d'accord, on le choisit sur le planning. Nous, pour des raisons opérationnelles, c'est le vendredi. C'est le vendredi, sauf exception. Voilà, j'avais lu le vendredi, mais je voulais que vous me confirmiez. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. C'est une très bonne nouvelle. C'est un vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'effectivement, si tout le monde peut être à temps partiel, il y aura plus de débat finalement dans les entreprises, et ça sera plus un facteur limitant pour avancer dans sa carrière, pour avancer en termes de progression salariale, etc. Et avoir un pouvoir d'achat, parce que c'est un peu aussi l'enjeu de la campagne présidentielle, de se dire, après tout, je ne suis pas précaire, enfin en tout cas, je ne suis pas en temps partiel, j'ai un emploi plein, et on me donne la possibilité de trouver un certain équilibre et d'épanouissement. C'est de ça. Et si vous reveniez nous voir en septembre prochain, parce que quand vous allez vous remettre autour de la table avec les collaborateurs, vos équipes, le conseil d'administration peut-être, en disant, bon, bilan, c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit vous serez dans 8 mois. Merci à vous trois. Merci Éric Chevet d'être venu. Vous êtes le vice-président de la CPME en charge des affaires sociales et à la tête d'une entreprise de distribution de meubles à Chartres, puisque je ne l'avais pas dit. Caroline Viard, merci. Enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et de droit à l'ESC Amiens. Et puis merci à vous, Nizar Alachbili, PDG du groupe Ténor. Alors j'ai dit 130, parce qu'on s'est trompé, vous êtes à 150. Oui, depuis peu. Depuis peu, grâce justement à cette semaine des 4 jours, parce que c'est ça que vous êtes venu nous dire. Oui. C'est déjà le début, c'est déjà un premier résultat positif. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On s'intéresse aux entrepreneurs, notamment à ceux qui sont demandeurs d'emploi et qu'on va accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont envie de créer leurs entreprises. On en parle.
Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans une aventure ou dans l'aventure entrepreneuriale. On en parle avec Sophie Vanier. Bonjour Sophie. Bonjour. Présidente de La Ruche, alors qui est un réseau national depuis 2008, Oui. qui accompagne localement les personnes qui souhaitent justement entreprendre ou créer leur boîte. Vous avez des antennes un peu partout en France ? Alors, on a 12 antennes en France. La Ruche, on accompagne, on soutient, on supporte toutes celles et ceux qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale. Et plus spécifiquement, du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds, donc dans les toutes premières années de l'entrepreneuriat. Juste d'un mot, parce que souvent, on en a parlé sur ce plateau, les demandeurs d'emploi sont souvent parfois, pour ceux qui ont mis du temps ou mettent du temps à retrouver un emploi, en perte de confiance, pas sur d'eux. À quel moment vous les rencontrez ? Comment ça se passe ? À quel moment ils vous disent, ou vous leur dites, tu peux le faire, tu peux la créer, ton entreprise ? Et ben, la Ruche, c'est justement pas que des lieux, c'est aussi des parcours, des programmes d'accompagnement et qui sont là pour remettre les personnes dans un élan. Et on travaille très proche avec des partenaires, donc en l'occurrence ici Pôle emploi, et avec les agences qui vont détecter en fait ces personnes qui ont des talents, qui peuvent remobiliser. Donc c'est vous, c'est toute votre équipe qui dit à cette personne ou à cette femme, ce que tu fais, tu peux le valoriser en créant l'entreprise. Parce que j'imagine que la personne ouvre ses yeux en disant mais non, c'est pas pour moi. Enfin, vous devez avoir ce type de réaction. Oui, tout à fait. Et on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Dans tous nos accompagnements, il y a 2 sujets. Travailler des compétences métiers, les compétences de l'entrepreneur, et travailler les compétences de code, de comportement, et notamment l'estime de soi, la confiance en soi. Et souvent, les réalisations sont les meilleurs moyens de reprendre confiance en soi. Dans l'ordre, j'imagine, c'est d'abord on reconstruit la personne, on lui donne la solidité, puis ensuite elle bâtit son projet entrepreneurial, ou les deux en même temps, j'imagine. En même temps. En fait, quand on accompagne un entrepreneur, c'est avant tout son idée qu'on va valoriser. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle en est capable, elle va aller sur le terrain, elle va en parler, les gens vont apprécier. Et donc, c'est vrai qu'on fait les deux en même temps. Nous, on n'est pas des coachs personnels, on n'est pas des psys. On est vraiment là pour accompagner des entrepreneurs et ça a des vertus, notamment de reprendre confiance en soi. Alors Sophie, il y a ce parcours créateur qui est en partenariat avec Pôle emploi. Oui. Ça fonctionne comment ? Quel est l'esprit ? Et comment vous vous implémentez avec cette grosse machine qu'est Pôle emploi ? Alors le parcours créateur, là, on l'a déjà déployé sur 3 territoires. On a accompagné environ 1200 personnes. Et puis on développe aussi là en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, des parcours. On travaille, alors oui c'est une grosse machine, mais on travaille spécifiquement avec les agences. Donc du coup on rend vraiment la chose beaucoup plus personnalisée et humaine. C'est des personnes du côté de la Ruche et du côté de Pôle emploi qui se parlent. Et qui ont des contacts véritablement avec tous ceux qui sont demandeurs d'emploi et qui vous ventilent ces personnes, qui vous les apportent. Comment ça se passe ? Exactement. Nous, on leur donne les outils de communication. Ils repèrent des personnes, ils parlent de nous. Et nous, ces personnes, on les a toutes une à une au téléphone pour vérifier que elles sont dans une démarche sérieuse, qu'elles sont disponibles, que le parcours leur convient aussi, parce qu'il y a parfois des personnes qui ont déjà eu des parcours, donc l'idée c'est pas de faire du boulon. Et puis quand elles sont prêtes, on les lance dans 4 mois d'accompagnement à travers un collectif, donc on accompagne à travers une promotion, un accompagnement individuel aussi pour personnaliser l'expérience, et puis avec une plateforme de formation en ligne, donc à la carte où il y a 12 modules pour avancer pas à pas dans son projet. Et donc là, on en est à la 3e année de ce parcours créateur, si j'ai bien compris. La 2e année. 2e année. Le résultat final de tout cela, ces personnes que vous reconstruisez, parce qu'elles se rebâtissent à travers ce parcours, combien aujourd'hui sont à la tête d'une petite entreprise, auto-entrepreneur, SARL, SAS, je ne sais pas. Ouais. Combien sont-elles ? Alors il y a 76% des personnes qu'on accompagne qui sont en sortie positive. Donc c'est-à-dire, je continue ma boîte, j'ai repris une formation, j'ai trouvé un emploi. J'ai quitté Pôle emploi. Voilà, c'est 3 qui quittent Pôle emploi. Non, mais c'est important. Ils ne sont plus dans le réseau des demandeurs d'emploi. Exactement. Donc ils sont retournés sur le marché du travail ou de la formation, où ils ont créé leur propre job. Et ceux qui ont réellement créé, c'est 67% d'entre eux. Donc, ce qui est intéressant aussi, il y a ceux qui vont créer leur entreprise et qui vont la faire vivre, ils vont en vivre. Et puis, il y a quand même un message qui est intéressant, c'est qu'ils se sont reconstruits, ils ont essayé de créer l'entreprise et finalement sont repartis dans le salariat et donc finalement sont repartis sur le chemin du travail et de l'emploi. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Soit ils se sont dit, finalement... à travers les rencontres que j'ai pu faire, où je me suis rendu compte que je préférais une aventure plus sécurisante. Et donc, du coup, ils repartent en effet dans un emploi salarié. Et parfois, c'est aussi, j'ai besoin d'une formation pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, je me forme et je me lancerai plus tard. 18-30 ans, ça, c'est une catégorie d'âge particulière, parce que là, ils peuvent avoir une bourse, une aide financière, c'est ça en plus ?
Oui, alors on a accompagné à peu près 30% de 18-30 ans. Et en effet, dans le cadre d'un programme du gouvernement qui s'appelle Un jeune, une solution. Qui est notre partenaire dans l'émission. Et ben, ces jeunes-là peuvent avoir une prime supplémentaire de 3 000 € qui est corrélée à un prêt, ou un microcrédit. Prêt garanti, parce que parfois Oui, le prêt c'est compliqué. Hein. Oui, donc ça c'est un prêt. C'est un prêt où la banque dit ok, je vous prête. Parce que sinon, s'il faut la caution, on ne va pas la maman. Avec France Active, l'ADI, qui est là pour encadrer tout ça. Le profil des personnes qui sont des centaines à être accompagnées par ce programme de formation, on l'a entendu, elles destinent vers quoi? C'est quoi la répartition des entreprises qu'elles créent? C'est du service? C'est de l'aide à la personne? C'est quoi? Elles travaillent dans quoi? Alors, on a un très grand éventail. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que les 3 premiers secteurs, c'est en effet les services aux entreprises, pas mal de restauration. Et puis le bien-être, le textile, et puis ensuite c'est assez vaste. Donc vous avez quoi, les alumni de la ruche qui reviennent vous voir? Parce que voilà, là vous avez essaimé, ça fait plusieurs années, depuis 2008 que vous accompagnez, donc il y a ceux qui reviennent, qui disent mais ça marche. Comment ça se passe? Vous jouez ce réseau-là aussi sur ceux qui peuvent porter, qui sont vos ambassadeurs au final? Oui, alors le réseau, c'est une des clés. Et d'ailleurs, dans le parcours créateur, une des compétences qu'on va travailler, c'est mobiliser son réseau. Donc il faut aussi qu'on arrive, nous, à mobiliser le nôtre. Et en fait, c'est vrai qu'on a pensé la ruche à travers des parcours. Donc la personne, elle est accompagnée au démarrage. Si elle a besoin de revenir être accompagnée plus tard, parce qu'il y a un développement clé, elle est en accélération par exemple, on pourra l'accompagner. Et puis évidemment, on peut avoir des mentors, des experts, et donc on va aller le chercher dans ce vivier de personnes qu'on a accompagnées depuis 2008. L'entreprise La Ruche, c'est combien de personnes là, qui travaillent au service de ces demandeurs d'emploi, devenant salariés ou chefs d'entreprise? C'est combien de personnes? Ouais, alors on est 35 salariés aujourd'hui, 50 à la fin de l'année. Et on travaille aussi avec des indépendants. Donc on a une quinzaine de freelances qui travaillent avec nous pour déployer le dispositif sur le territoire. 35, bientôt 50. Les 12 antennes, c'est réparti le nord, le sud, l'est, l'ouest Voilà, c'est ça. On est à Marseille, à Montpellier, à Saint-Nazaire, à Strasbourg, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, à côté de Toulouse. J'imagine que vous êtes aussi à la recherche de nouvelles villes, de construire un nouveau maillage le plus large possible. Donc j'imagine que c'est aussi un des enjeux de La Ruche. Alors, nouvelles alvéoles, pour faire un vilain jeu de mots. Oui, exactement. Alors, l'enjeu, c'est surtout d'identifier là où la ruche peut venir répondre à un problème local. Et donc, nos ruches, c'est des ruches qui sont en franchise sociale. Et donc, c'est des personnes sur leur territoire qui ont envie de lancer des lieux de travail collaboratif et des programmes d'accompagnement. Et donc, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent, qui sont sur des territoires ou des lieux de travail qui rassemblent des gens qui ont envie de s'entraider, de partager... Vous n'hésitez pas à me contacter. Le site laruche, j'imagine.fr, il y a un site internet avec un onglet recrutement. Alors, il y a du recrutement. La-ruche.net. La-ruche.net. Attention, je vais me faire disputer. Merci Sophie Vanier d'être venue nous rendre visite pour nous parler de cette action, votre entreprise, cette belle structure créée en 2008. Merci à vous. Et puis allez donc vous renseigner sur le site de laruche.net. Voilà. Merci à vous, merci. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui réagissent sur les réseaux sociaux. C'est évidemment un vrai plaisir de vous lire. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Fanny Griesmer, évidemment, et à Carla pour l'accueil invité. Et puis merci à Alex pour le son. Voilà, l'équipe est au complet. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.